Non, on peut parler, hein. Bonjour, Anouki. C'est bon. Donc, on peut démarrer sur cette première table ronde, après la table ronde d'ouverture institutionnelle. Alors, Raphaël a parlé de discussion conceptuelle. On va essayer d'aller aussi sur les questions pratiques, mais c'est vrai qu'on va faire le chemin un peu à l'envers. Je vais arrêter de m'écouter dans mon casque, c'est très désagréable. On va faire le chemin à l'envers d'une démarche scientifique classique pour correspondre un peu à l'approche du programme CORE. Le programme a démarré et s'est appuyé sur la pratique, les acteurs, son réseau de partenaires, pour travailler finalement le sens de ce concept dont on va parler sur cette table ronde. Donc là, on va faire le sens inverse. On va partir d'une discussion autour du concept, à savoir est-ce qu'on parle bien de la même chose. Alice a parlé tout à l'heure de rapport de force. Tancred a mis l'accent sur le travail politique des acteurs, mais qui n'est pas d'accord avec qui? Ça semble être un enjeu important. Et comment on dépasse tout ça? C'est en gros l'enjeu de cette discussion entre vous quatre et ensuite avec vous. Hein, vous aurez du temps pour échanger avec les participants à la table ronde pour essayer d'éclairer cette notion. Raphaël l'a rappelé, qui est une notion très extensive aujourd'hui, mais qui est apparue dans le champ du développement et du progrès peut-être, et de la modernité ou d'une nouvelle modernité à travers l'action sociale, politique et syndicale. On l'oublie peut-être, mais au départ c'est un concept qui recouvre finalement les demandes de syndicats qui perçoivent la fin d'activités liées à un début de transition écologique du système productif, des usines qu'on ferme, et puis des salariés, des travailleurs qui sont lésés par ces décisions prises au nom de la transition écologique. Donc on a un ancrage dans une activité politique et militante, évidemment, qui a évolué, ça a été rappelé tout à l'heure, pour être progressivement institutionnalisée. On a parlé de l'accord de Paris, l'OIT, l'OCDE, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Toutes ces institutions se saisissent de cette notion, de ce concept, je ne sais pas à quoi on a affaire, et en l'institutionnalisant, pardon, lui donne de la visibilité. C'est aussi peut-être pour ça qu'on est là, mais avec un risque qui est d'atténuer sa portée critique initiale. Les enjeux de la transition écologique juste, on l'a dit, Raphaël l'a rappelé, sont multiples. C'est un concept un peu passerelle. On parle de justice environnementale, de justice climatique, de justice sociale globale, mais on parle finalement, on renvoie à une pluralité d'injustices possibles et à la nécessité de prendre en compte ces injustices, ces asymétries de pouvoir entre les Nord et les Sud, les formes historiques de domination, ça a été rappelé un tout petit peu ce matin, et les vulnérabilités de certains groupes d'acteurs. Il y a plusieurs dimensions dans cette définition de la justice qui sont à chaque fois, qui désignent ou qui interpellent les acteurs, les décideurs et les chercheurs sur certaines dimensions. On recouvre derrière la transition écologique juste les enjeux de justice distributive, c'est-à-dire une répartition équitable des coûts et des bénéfices du changement, qu'il soit radical ou pas, une justice procédurale avec tous les enjeux liés à l'inclusion effective des populations concernées par ce qui est en train de changer, si tant est que ça change, des justices de reconnaissance. Il s'agit de prendre en compte, ça a été beaucoup dit dès ce matin, les identités collectives, les cultures variées, les formes de vie et les formes de lutte souvent invisibilisées, des justices réparatrices, on en a moins parlé, l'origine du problème. Mon collègue de l'IRD, à juste titre, a signalé que l'IRD insistait sur une science qui est tournée vers la résolution des problèmes. Mais les politistes nous apprennent que la formulation du problème est le début de la politique publique. Qui formule le problème? Qui produit l'agenda? Qui l'impose à qui? C'est une question aussi qui concerne la justice réparatrice, puisqu'il s'agit, à travers ce concept, de reconnaître aussi la réparation des dommages qui ont été créés par certains modèles économiques qu'on peut rapidement regrouper et associer au capitalisme centraux
que l'on connaît bien. Des justices intergénérationnelles, tout le monde est familier avec ça, des justices géographiques et aussi des enjeux de justice épistémique. Ça a été évoqué aussi, c'est très présent dans la CPP, Convention pluriannuelle de partenariat, qui était le nom au départ de ce programme CPP sur la transition écologique juste et qui est devenu le programme Corps Communauté Résiliente. C'est une proposition forte pour ancrer les enjeux de transition sur le travail, peut-être politique, et concret des communautés. Toutes ces dimensions s'articulent et permettent de penser la transition, en principe, comme un processus ambitieux, systémique et politique. La question qui se pose et qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment affaire à une nouvelle épistémée écologique et sociale, c'est-à-dire un cadre un peu invisible, mais qu'on formule en permanence, qui structurerait l'ensemble de ce qui est pensable et connaissable à une époque donnée, de façon tout à fait neuve, puisque cette épistémée serait nouvelle, ou est-ce qu'on a affaire à une nouvelle ruse, je ne sais pas de qui, des institutions peut-être, de certains intérêts qui n'ont pas intérêt, pardon pour la redondance, à changer, une ruse pour faire taire la critique qui est finalement à la genèse de cette idée de transition juste. Alors, on a un concept qui a des forces, des faiblesses. Parmi les faiblesses, et peut-être on va essayer de lever ça ensemble, une ambiguïté normative, vers quoi on va? On transite, mais vers quoi? Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? On a un risque, je l'ai dit, d'instrumentalisation par les institutions, et puis un risque qui a été évoqué dès ce matin par Tancrède de dépolitisation, alors que l'enjeu est par nature politique. Donc cette notion qui s'est ouverte sur des voies critiques et qui s'institutionnalise, est-elle finalement opérationnelle? Est-elle correctement circonscrite? C'est la question qu'on va poser à nos 4 invités. Je les remercie d'avoir accepté de venir. Je vais les présenter vraiment très rapidement. Vous pourrez compléter si vous le souhaitez. Mais Cécile Renoir, qui est religieuse de l'Assomption, m'avait dit éventuellement, tu le dis, bah bien sûr que je le dis, donc qui est une congrégation internationale qui travaille dans le domaine de l'éducation et du développement. C'est aussi une philosophe qui intervient dans les facultés Loyola Paris et enseigne à l'école des mines de Paris et dont le travail porte en particulier sur la relation entreprise, transition, environnement, écologie, et qui s'interroge beaucoup sur les ressources éthiques et spirituelles, individuelles et collectives qui favorisent une justice des communs. Elle a écrit plusieurs ouvrages, articles, et notamment un manuel de l'ingénieur du XXIe siècle dans cette perspective. Enrique Alice Almuna, donc je remercie d'être parmi nous, qui est professeur des universités en géographie à l'université Panthéon-Sorbonne, ici. Donc c'est local, un des locaux de l'étape. Il occupe actuellement le poste de directeur de l'IEDES. Il a été aussi professeur titulaire à l'Université du Chili, où il a enseigné une vingtaine d'années, directeur du département de géographie. C'est un géographe, donc on a déjà 2 disciplines présentes, ce qui montre que l'approche n'est évidemment pas monodisciplinaire. C'est un spécialiste de l'Amérique latine, qui a aussi été professeur et chercheur invité des universités en France, en Finlande, en Colombie, dans différents endroits. Hussam Al-Najjar, que je remercie aussi beaucoup d'être ici, il est titulaire d'une licence, d'un master et d'un doctorat en planification environnementale. Il travaille actuellement comme enseignant-chercheur à l'université de Gaza, où il enseigne la planification des ressources en eau et la gestion des catastrophes. Il est bénéficiaire, et on s'en félicite, d'une bourse ou d'une aide pause, d'un dispositif qui permet à des chercheurs et leurs familles en difficulté sur leur terrain, qui prennent des risques qui concernent leur vie, de nous rejoindre. Il possède une vaste expérience dans le conseil et l'expertise autour des questions de planification de l'eau, des eaux usées, des infrastructures. Il a exercé pendant plusieurs années comme expert conseil, donc c'est quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis et qui continue à réfléchir en parallèle à cet engagement expert sur les questions de l'eau. Il a énormément publié autour de ces questions. Éloi Laurent, qui est économiste à l'OFCE,
qu'enseigne à Sciences Po, ParisTech et Stanford. Il est notamment l'auteur de L'économie pour le XXIe siècle, ou Économie pour le XXIe siècle, il n'y a pas d'article, manuel des transitions justes, donc lui a la solution. Puisqu'il a produit un manuel, je veux dire, on ressort d'ici avec les solutions, ça c'est certain. Donc cette table ronde se donne 3 objectifs que je rappelle: discuter la notion. Alors oui, on va passer par un morceau de réflexion proprement académique qui me semble, moi, pas du tout superflu, mais j'espère qu'on arrivera à convaincre sur cette question-là. Il s'agit, en discutant de ça, 2e objectif, d'identifier les principales controverses. Merci Alice d'avoir parlé ce matin de rapport de force au centre, au cœur même des enjeux de la transition écologique juste. Rien que le fait d'entendre ce mot, je trouve que c'est une production du travail fait au sein de corps extrêmement importante. En parlant de rapport de force, il faut identifier des intérêts contradictoires, des acteurs qui s'opposent et la façon dont on répond politiquement, puisqu'il y a rapport de force, à cette réalité. Et ensuite, il s'agira de ne pas en rester à ces discussions conceptuelles et de controverses, mais d'aller vers la qualification des conditions d'une action qui serait le produit d'un rapport de force. Comment on s'y prend? Est-ce qu'on s'oppose? Est-ce qu'on va dans les rues et qu'on bloque tout, le 10, bon, tout n'était pas bloqué? Est-ce qu'on exige? Comment? Est-ce qu'on compose? Est-ce qu'on met autour d'une table? Comment on s'y prend? Donc c'est l'esprit en fait de cette table ronde que je vous propose d'animer autour de 3 questions. Et donc je passe tout de suite à la première. C'est finalement, que recouvre cette notion de transition écologique juste? Alors je peux expliciter un peu la question, ils les ont eu avant, donc ils ont pu se préparer. Quels sont les contenus normatifs de cette notion? J'ai parlé d'ambiguïté tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous aider à l'élever, ces ambiguïtés? Quels sont les ancrages théoriques, les usages politiques contemporains de cette notion? La transition écologique juste est-elle un concept opératoire, c'est-à-dire au service de l'action, au service d'un ajustement nécessaire des politiques et actions publiques qui doivent dorénavant intégrer une contrainte, que serait la contrainte environnementale, ou est-ce qu'on a affaire à autre chose? Cette fameuse épistémée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un cadre de pensée émergent qui transforme radicalement notre compréhension des rapports entre humains, non-humains, économie, société et environnement, et à terme, l'action. Donc je vous laisse la parole, peut-être en commençant par Cécile, sur cette question-là, puisqu'on fait appel à l'épistémologie et à la philosophie. Tu peux peut-être nous éclairer à partir de tes travaux et puis de tes réflexions. Merci beaucoup. Oui, c'est mieux. Je pense qu'il est clair, en ayant entendu la table ronde précédente, qu'il n'y a pas une seule vision de ce qu'est la transition écologique juste. Moi, je me disais, d'abord pour quand même faire honneur à Laudato Si, à cette encyclique. Alors, il n'y a pas exactement le terme de transition écologique juste qui est adopté par le pape François. Il parle énormément d'écologie intégrale, mais on pourrait dire que c'est sa façon à lui d'aborder les enjeux de transition au sens d'une transition dont il dit d'une écologie qui doit être à la fois, nous dit-il, environnementale, économique, sociale, culturelle. Et puis c'est intéressant parce qu'il dit et de la vie quotidienne, donc qui invite à regarder ce qui se passe aussi de manière plus locale dans les territoires et qui doit être orienté alors par ce qu'on appelle souvent les grands principes de la pensée sociale de l'Église, le souci notamment de la justice et du bien commun. Et en fait, d'autres notions comme celle de subsidiarité sont en fait très présentes dans ce que le pape évoque dans Laudato Si. Et puis on se souvient que quelques années après, avant la COP, dont j'oublie toujours le numéro, le pape a écrit, alors non pas une encyclique, mais une exhortation, Laudate Deum, dans laquelle il appelle à un nouveau multilatéralisme. C'est dire que derrière tous les qualificatifs que je viens d'évoquer, en fait, il y a vraiment cette question du politique qui est très présente. Et du coup, le pape insistait beaucoup sur ce rapport entre les échelles, à la fois de la réflexion et de l'action. Donc, il me semble que parler déjà de transition écologique juste, on l'a dit, c'est articuler les questions écologiques et sociales et politiques, mais au fond en intégrant aussi cette dimension économique, et c'était bien ce qui était souligné ce matin avec ce qui a été dit tout à l'heure
par Paolo sur la question de l'économie des communs nécessaires. Et donc on voit bien qu'il y a ce côté, alors le qualificatif intégral, il est peut-être pas très heureux, mais disons intégratif de différentes dimensions de nos existences individuelles et collectives. Et de ce point de vue-là, alors du coup, c'est pour compléter ma présentation. Alors, je suis salariée de l'ESSEC, qui est quand même mon employeur principal, donc il faut que je rende honneur à ça. Détachée au Campus de la Transition, qui est une association que j'ai cofondée il y a 7 ans et qui est à la fois un écolieu, éco-campus, en Sud Seine-et-Marne, un lieu d'expérimentation, de recherche-action et de formation. Et dans le cadre du campus, qui est non confessionnel, qui est tout à fait laïque, nous avons alors écrit un manuel de la grande transition. Donc, je ne sais pas si on estime avoir les solutions, mais on a essayé de proposer un regard finalement inter et transdisciplinaire sur les enjeux de grande transition qui rejoint vraiment la question de la transition écologique juste. Au sens où, alors je vais peut-être pas détailler maintenant les 6 portes qui sont la structure du manuel, mais l'idée c'était vraiment d'aider à la fois des chercheurs, enseignants-chercheurs de différentes disciplines et des praticiens à intégrer souvent d'autres dimensions que celles qui sont les leurs dans leur quotidien pour pouvoir envisager des sujets justement sous l'angle de l'articulation entre des rationalités qui peuvent être souvent juxtaposées. Et je pense que ça traversait un peu ce qui a été dit tout à l'heure, et ça rejoint les questions épistémiques qui sont là, se dire, quand on parle de transition, il y a ce côté très technocratique qui peut exister, d'ailleurs que le pape dénonce abondamment dans l'encyclique, avec cette idée que c'est la technologie qui va nous permettre de nous en sortir. Et puis, donc, une rationalité qui peut être aussi, on va dire, logico-mathématique. Ensuite, il y a une logique, mais là, Éloi en parlera mieux, économique, voire économiciste. Et puis, rationalité de type symbolique aussi, qui fait droit, et on en parlait, à la question des narratifs, des récits, de la prospective, des trajectoires. Et c'est pas si simple que ça, et on le voit bien, alors, dans le monde de la recherche, d'articuler bien justement une rationalité de type symbolique qui fait droit notamment aux humanités, puis aux philosophies, sciences sociales, avec ces autres rationalités et relatives aussi aux sciences dures et aux sciences du vivant. Et donc derrière l'idée de transition écologique juste, au fond, il y a aussi ce conflit entre rationalités complémentaires. Et juste peut-être terminer sur quand même ce qui m'a paru intéressant en France, là du point de vue politique, c'est de voir que l'ADEME a adopté, là depuis 2 bonnes années, une définition de la transition juste, que je vous lis. Transition, ils nous disent avec 3 éléments, et au fond qui rejoignent d'ailleurs ce que Alain, tu synthétisais tout à l'heure, enfin c'est pas tout à fait peut-être complet, mais premièrement, une transition qui accompagne la cessation ou la mutation des activités brunes et le développement des activités vertes, déjà redirection notamment de nos modèles économiques, de nos politiques publiques. Deuxièmement, tout en tenant compte des vulnérabilités propres aux différentes composantes de nos sociétés et de nos économies. Donc ça rejoint potentiellement l'idée, alors dans le langage chrétien, l'option préférentielle pour les pauvres, ou le principe rawlsien, le principe de différence, le maximiser peut-être la part des plus vulnérables. En tout cas, ça ouvre à des débats de ce type-là dans la société et au niveau donc aussi des politiques. Et puis qui sont élaborés le plus démocratiquement possible. Donc ça pose bien la question de la participation ou de la représentation des êtres affectés par des décisions. Voilà. Et donc là, tout ce questionnement autour aussi d'une transition au sens de quelle démocratie écologique. Voilà. Mais je suis peut-être un peu longue. Non, mais je pense qu'il nous faudra les 6 portes pour bien voilà. Suivre, mais on y reviendra voilà. Ensuite. Peut-être Enrique. Et peut-être en partant de cette ère géographique et culturelle qui est une ère de compétences, pour vous, quel sens la transition écologique juste en Amérique latine, sans interroger
les questions d'héritage colonial, de logique extractiviste. Bon, ma question peut être complètement à côté de la plaque, mais je pense que beaucoup l'ont en tête. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept de transition écologique juste dans un contexte tel que celui, varié, hein, mais on va l'essentialiser un peu, qui est celui de l'Amérique latine? Oui, merci Alain pour l'invitation, pour la question. Et, moi, je dis normalement à mes étudiants que chaque solution, c'est l'origine d'un nouveau problème, hein, du point de vue de l'Amérique latine ou des pays du Sud en général. Et tu as évoqué une question très importante, que c'est l'origine du concept de transition qui était placé pour les demandes du monde syndical. C'est une demande qui vient du monde populaire, hein, et c'est de l'organisation, de la revendication, de la justice, sauf que placé dans le Nord. Aux États-Unis, en Europe principalement, ou dans le domaine des pays nommés développés, c'est déjà une remarque intéressante du point de vue sémantique, mais à la fois, et qui c'est peut-être l'élément qui pour moi c'est important, c'est intéressant du point de vue de comment on peut avancer sur la compréhension de ces concepts, hein. Mais aussi c'est une condition, comme je dis, géopolitique à la fois. C'est-à-dire, quand il commence toute la demande de cette transition juste, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire à partir de la fermeture de certains types d'industries ou la transformation technologique, etc. Donc la reprise de ces concepts par la discussion climatique, c'est très intéressant du point de vue de déplacer cette demande à l'échelle globale que je partage absolument, et de demander un peu comment on peut faire effectivement une justice transitionnelle à l'échelle globale, mais qui soit effectivement juste. Et ça, c'est l'origine des problèmes, hein. Comment on peut concevoir cette dimension de justice. Et pour les pays qui dépendent fortement des activités extractives, hein, et ça, c'est très complexe, hein. Et je crois qu'il y en a pas mal d'exemples que pour nous sont intéressants. Par exemple, si on parle aujourd'hui d'une économie verte, hein, l'économie verte, c'est intéressant. Ou comment on a avancé, par exemple, du côté de la décarbonisation à partir du développement de la voiture électrique, hein, pour dire quelque chose, ou la transition énergétique, et qu'on va sur les matières premières, y compris le lithium par exemple. On va sur l'Amérique latine et la dimension, la problématique, ça change complètement. Donc l'invisibilisation des communautés, particulièrement des communautés de monde descendre, hein, des communautés indigènes qui habitent dans les Andes, qui sont complètement déplacées pour l'exploitation du lithium, et tous les problèmes environnementaux qui arrivent à partir de l'extraction d'eau, de salaire, etc., etc. Donc, toutes ces dimensions qui peuvent contribuer effectivement à la décarbonisation et qui permettent d'avancer sur cette idée de transition écologique attachée à la question énergétique. Quand on va au pays du Sud, c'est complètement interrogé, c'est contesté par pas mal de communautés parce qu'effectivement, c'est pas une réponse. Et on arrive à la question permanente. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de développement? Et c'est quoi le développement? La question clé sur cette dimension du développement. Donc, je crois que, comme Cécile a dit, il y a peut-être une dimension de rationalité en conflit. C'est comment cette idée que, normalement, dans les pays du Nord, ils connectent cette rationalité instrumentale avec la rationalité symbolique, mais peut-être que dans les pays du Sud, ça marche pas du tout bien, parce que on va à l'arrière de ce qui se passe dans le monde central, on pourrait dire, d'une certaine manière. Par contre, je crois que la question du rapport de force, la discussion politique, c'est l'opportunité à la fois. Donc, quand il existe des mouvements, quand il existe de la conscience, quand il existe... Et je crois qu'il y a un mot dans lequel on parle très peu en général, hein, et qu'il y a une dimension éthique. Et je crois que quand on place la discussion sur ce domaine éthique,
on commence à ouvrir une porte que c'est la porte de l'espoir. Et ça, je trouve que c'est la question centrale. Mais pour cela, on a besoin, je crois, avant, de mieux comprendre quels sont les différents enjeux de point de vue géopolitique, économique, social, culturel, pour y arriver ensuite à cette dimension éthique que c'est effectivement une opportunité. Merci beaucoup. Ça soulève encore plein d'autres questions. Il faudrait peut-être qu'on rentre à un moment donné dans cette question de l'éthique, parce qu'on reconnaît la variété et puis on tourne autour. Peut-être dans la question suivante, mais on va finir le tour de table, mais moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut rentrer sur ce qui gratte, sur ce qui pique, sur ce qui frotte, sur ce qui n'est pas bien huilé, quoi. Parce que c'est là que se situe le travail politique des acteurs, et on voit là émerger déjà des zones plus que de friction, mais de tension. À propos de zones en tension, Hussam, tu arrives d'un territoire qui subit à la fois une logique de colonisation, une logique de dépossession, une logique génocidaire. Quel sens prend dans tes travaux, mais aussi dans ce territoire, une notion peut-être fabriquée au Nord, qui est celle de la transition écologique juste? Je pense que beaucoup d'entre nous ont cette question au bord des lèvres, donc je me permets de la poser. Voilà. Okay, thank you. I mostly understand the translation, but I noticed that the translator sometimes not putting the terminologies, scientific terminologies in its right position. So I want to speak something about the terminology of a just ecological transition. Always in the English language, I never seen a statement with the transition. It's always come a word period beyond it. So I wish to see in this terminology of the just ecological transition, it should be period, because we didn't want the plans for a limited time, and we don't know the feedback of these policies or these plans. So it should be clear what's after this ecological transition. This is a very critical point, because here in France, they live in a good condition, but there is poor countries, they are waiting something. They are starving, so they want to see something, so they don't want to eat these terminologies or good titles, but finally they will have nothing, and they didn't profit out of these plans and nice titles and nice words. I think what I will say is to make a close the understanding between the developed and the developing country, which is really necessary to know, because the feeling of the developed countries is not like the feeling and the expectation of the developing countries. So what you are speaking about is luxury. They want to have good, healthy food. You have the food, but you want to get healthy food. But in the poor countries, they want to have only food. The quality is not important and not necessary. So when you have the crisis, when I hear the people in France speak the crisis, for me it's not a crisis, it's luxury. They want to have this and this and this, but the people there in the poor countries, they are waiting less than that. They only want food, whatever this food. And what the people who develop these luxury titles and luxury things, they didn't consider the poor people actually. Because if I have a piece of land in Gaza and the people are starving, I want to use the best of the pesticides and chemicals to produce enough food. So I will not care about the quality of the food. So when they put their strategies, when they put their recommendation, they didn't consider the poor countries. Because in the poor countries, they want only food. They don't want, they will not care about the quality of food. So I really criticize very hard the people who's working for NGOs, the researchers who always looking to luxury and not to the necessary life issues. This is one thing. The other thing is why we didn't follow the nice word
said by the Baptist, as I understand from my colleague, that this is recommendation of the Pope. Why we didn't follow and control and follow up the progress of this a just ecological transition? Who's evaluating this? Who's making a milestone to tell us where we reach in this issue? It's just a project, small project in poor countries. The people are waiting the money of the project. They will not, I'm sure in the night they will add pesticides, and they use because they don't want the donor to see that they are using pesticides, that they are following the rules of this ecological transition. This is one issue. So it's need control, it needs follow-up. It's not only a matter of research, because if you go to the farmer, he knows how to manage with your questionnaire and your questions. He will answer it as you like, not at what he's exactly doing. So you will have very nice research that it's ecological product, it's very safe, and it's very... I remember in Germany, there is a world trade. It's not a world trade, it's a just trade, fair trade. They are importing coffee from Brazil, and they sell it with a high price in Germany or in Europe, because this is fair trade. And they said, it's high price because the farmers in Brazil is not using pesticides. It's very safe, it's very good, and very healthy. A team of journalists, they went to the place where they import the coffee, and they find that the farmers use pesticides and use all the chemicals, and they wrote in the newspapers that they didn't follow the ecological issues. The second criticism of these terminologies, please, I like that you will really have the patience to listen to me, because I'm representing the poor here, not the people who is waiting good quality food. I am presenting the people who is waiting for food, whatever it is, the quality. So the second issue, if you will tell my mother that there is a concept in the world speaking about ecological transition, she will laugh about you, because she spent all her life eating the eggs of her chicken. She doesn't know what's pesticide. She used the compost from the animals, the growing animals. So this concept is not new, actually. Maybe it's new in Europe. So we will not call it a transition. We should refer to our roots in agriculture. So we can say ecological roots, because our roots is using the nature and natural resources in our production. It's not a new terminology, it's a very old one, but we have to refer to the old tradition. I think pesticides in France is not more than 100 years. If I'm not extreme on this. Maybe 50 years before, in France was no pesticide. So we have to put the things in the right position. We have to understand, because Europe is part of this world. The rest of the world are starving. So I cannot consider these terminologies to be applied for the poor country until we will understand them. We will make need assessment for them, what those people need. Is they are eating these big terminologies, big nice words, or they want real food. When I came to France, I suffered. The first issue that my colleagues in France, they took my wife to the supermarket, the bio one, the biological, they will sell bioproducts. Every time she has to pay too much money. So I said, in France, I cannot live because I don't have the access to the good food. So I have to go to other food which is imported from the other countries who use pesticides. I don't want to mention countries because Lidl will import a product from Europe, but this product is very cheap because the producer uses... So this nice title, this nice transition is really good, but you have to think about the poor, how they will access to this expensive food. That's it. Thank you. Merci beaucoup, Enrique. Avec applaudissements. Donc Lacan nous dit que la réalité, c'est quand on se cogne. Donc voilà, là on est en train de se cogner. Éloi, un problème de riche?
des solutions de riches ou un problème planétaire qui concerne tout le monde et un enjeu de transformation systémique? Alors, je ne vais pas réagir exactement à ce qui vient d'être dit. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Je permettrai juste une chose. C'est très important que votre parole puisse être entendue. Il y a un énorme problème d'insécurité alimentaire en France. On pourra en reparler et ça ne concerne pas seulement les pays pauvres. Et c'est justement un point sur lequel peut-être il y a un accord qui est en train de se faire. Mais je vais me concentrer sur la question qui était d'où vient ce terme de transition juste. D'accord ? C'est pas seulement une grande et belle idée, vague, etc. C'est un terme qui a une origine très précise. Le terme de transition juste est associé à la publication d'un article de 1993 par un syndicaliste américain qui s'appelle Tony Mazzocchi. Je ne sais pas si vous connaissez cet article, je ne sais pas si vous avez lu cet article, mais il y a aujourd'hui une énorme littérature sur la transition juste et il y a énormément d'initiatives qui se passent autour de la transition juste et la plupart des gens n'ont pas lu, enfin je pense qu'en dehors de la mère de Tony Mazzocchi et moi, je pense que peu de gens ont lu cet article qui d'ailleurs fait 1 page et demie et qui a été publié dans une revue totalement obscure qui est le Earth Island Journal. Et ce qui est très frappant quand vous lisez cet article, donc Tony Mazzocchi, c'est quelqu'un de très intéressant, c'est donc un syndicaliste qui commence à travailler avec l'administration Nixon. L'administration Nixon, c'est l'administration la plus environnementale de toute l'histoire des États-Unis, croyez-le ou pas, mais c'est sous la présidence de Richard Nixon que sont créés l'EPA, enfin tout ce qui est en train d'être démantelé aujourd'hui par Trump a été créé par un républicain dans les années 70, par Richard Nixon, et donc Tony Mazzocchi commence à travailler avec l'administration Nixon sur la question de la santé-environnement sur les lieux de travail, sur le lieu de travail, donc il commence à développer vraiment une fibre environnementaliste au sein du syndicalisme américain, et il arrive sur la question épineuse de comment est-ce qu'on va sauvegarder les emplois des industries fossiles quand on va vraiment lutter contre le changement climatique. Bon, ce qui est très touchant dans l'article de 1993, c'est Tony Mazzocchi vous dit on va faire des politiques environnementales absolument décisives, toutes les industries fossiles vont être démantelées et on va se retrouver avec des gens sur le carreau. Évidemment, on est très très loin de ça. Hein. Les industries fossiles se portent extrêmement bien, merci pour elles. Mais il envisage ça et il dit, dans le papier de 93, en fait, l'EPA, donc l'Environmental Protection Agency, l'agence de protection environnementale des États-Unis, a créé un fonds de dépollution pour les entreprises. Et donc, il est temps de créer un super fund pour les workers, comme on l'a fait pour les entreprises, pour leur permettre de transitionner vers des nouveaux métiers une fois qu'on aura fermé toutes les centrales à charbon, etc., etc. D'accord ? Donc c'est ça l'origine de la transition juste. C'est-à-dire que c'est en fait une politique de compensation sociale des effets inégalitaires des politiques environnementales. C'est ça que dit Tony Mazzocchi, dans un contexte très particulier qui est celui du syndicalisme américain sur une question particulière qui est la question de la transition énergétique. Alors, je vais vous faire une révélation qui va vous faire plaisir. Ce colloque-là se tient 30 ans exactement après la première occurrence écrite du terme de transition juste. Parce que quand vous lirez ce papier de Tony Mazzocchi, j'en suis sûr, vous vous précipiterez sur ce papier de Tony Mazzocchi, d'accord ? Vous verrez que le terme de transition juste n'est pas utilisé dans le papier. Et donc les rares personnes qui font référence à ce papier de 93 se trompent en disant qu'on y trouve le terme de transition juste. C'est absolument pas le cas. Et donc pour un livre que j'ai fait paraître en début d'année qui est en open access, qui s'appelle Just Transitions avec un S, donc tout ce que je vous dis en fait, vous pouvez y accéder facilement, j'ai recherché l'origine de la transition juste, c'est la première occurrence écrite. Et je l'ai trouvée dans une communication qui est faite par Les Léopold, qui est un collègue de Tony Mazzocchi, dans un colloque sur la santé des Grands Lacs en septembre 1995. Et c'est là pour la première fois que le terme de transition juste est écrit. D'accord ? Je pourrais vous communiquer la référence. Et donc, c'est-à-dire que ce colloque et ce projet aboutit, culmine 30 ans exactement après la première occurrence écrite du terme de transition juste. Et ce qui est très intéressant dans la communication de Les Léopold, c'est que Les Léopold utilise la transition juste dans un sens beaucoup plus large que Tony Mazzocchi dans son papier de 93. Il parle déjà du sentiment anti-écologique. Rendez-vous compte, le backlash, il est déjà là, il y a 30 ans. Du sentiment anti-écologique que font naître les inégalités sociales qui naissent des politiques environnementales. Et il
promeut l'idée d'élargir la notion de transition juste bien au-delà des politiques de compensation sociale, pour avoir une vraie stratégie de transition sociale écologique où on intègre les enjeux écologiques et sociaux d'emblée et on ne fait pas de la compensation sociale des effets inégalitaires des politiques environnementales a posteriori. Et donc, dans ce papier de 1995, vous avez toute la transition juste large dont on parle aujourd'hui et qui est reprise aujourd'hui partout. Et dans ce passage de Mazzocchi à Léopold, vous avez toute l'histoire de la transition écologique. Ce qui me permet, pour répondre à ta question, et merci de ton invitation, je ne vais même pas préciser ça, merci beaucoup, je suis ravi, hein, vous voyez bien, mon enthousiasme est en train de grandir à mesure que je parle, mais merci pour l'invitation, et voilà, j'aurais dû commencer par là, très impoli. Mais c'est parce que les gens ont parlé avant moi, donc forcément j'étais en train de bouillir. Donc, dans ce livre, ce que je fais, c'est que du coup, une fois que vous avez dit c'est une transition juste large et pas étroite, bah vous pouvez reprendre une généalogie beaucoup plus riche que simplement l'idée du syndicalisme américain. Et donc, dans le livre, je dis bah il y a au moins 5 courants qui inspirent cette transition juste. Évidemment, les communautés indigènes, évidemment la tradition chrétienne. Bon, le pape François nous accueille à l'entrée de cette salle. Avant le pape François, il y avait Saint François d'Assise. Hein, et puis, il y a bien sûr la polémique de Lynn White Jr. et le dialogue formidable entre Lynn White Jr. et le pape François, le papier de Lynn White Jr. de 68 qui se termine par le fait que le saint patron des écologistes doit devenir Saint François d'Assise, que reconnaîtra Jean-Paul II. Okay, Jean-Paul II a lu Lynn White Jr. et donc c'est pour ça qu'il fête Saint François d'Assise, le saint patron des écologistes. C'est une demande qui figure à la fin du papier de Science de Lynn White Jr., d'accord, et qui dit, en fait, toute la tradition chrétienne est fautive sur les crises écologiques. Il n'y en a qu'un qui a compris, c'est François, parce que François, c'est celui qui donne son manteau et c'est celui qui parle aux oiseaux. Donc, lui, il a compris la conjonction sociale écologique. D'accord ? Donc évidemment la tradition chrétienne, jusqu'à Laudato aussi, évidemment le marxisme, vous savez qu'on est en train de redécouvrir Marx, le Marx écologiste, pas du tout le Marx productiviste. Il y a une énorme littérature sur le marxisme écologique aujourd'hui, absolument passionnante, ok, Bellamy Foster, etc., etc. La tradition, bien sûr, écoféministe. Bina Agarwal était à Paris au printemps, on l'a accueilli pour lui remettre un prix avec mon collègue Lucas Chancel, et donc Bina Agarwal, l'écoféminisme et toute la grande tradition de l'écoféminisme, et jusqu'à aujourd'hui la justice multi-espèces. La nouvelle frontière de la transition juste, c'est la justice multi-espèces, et c'est la littérature autour de Earth System Justice. Donc vous avez une énorme généalogie en fait sur cette question de la transition juste. Okay, vous avez 3 champs académiques qui sont cultivés aujourd'hui. Jim Boyce et le nexus entre inégalité et soutenabilité, hein, le papier de Jim Boyce sur pourquoi les inégalités provoquent l'insoutenabilité et pourquoi l'insoutenabilité provoque les inégalités. Martinez-Allier avec les conflits de redistribution socio-écologique, pourquoi l'extractivisme à travers le monde provoque des conflits partout. Et évidemment Linus Drom avec la question des communs et les solutions institutionnelles. D'accord ? D'où les 3 points de la transition juste, à mon sens. La première, c'est l'articulation sociale écologique. C'est ça le premier point fondamental de la transition juste, d'accord ? Et donc, avec tout ce qui va avec, comment concevoir des politiques qui réduisent les inégalités sociales et réduisent les dégradations environnementales, mais d'emblée, pas sous forme de compensation a posteriori, donc pas les gilets jaunes, c'est-à-dire vous laissez d'abord les gens voir leur mode de vie totalement rendu impossible, puis après vous faites des vagues compensations sociales et on les retrouve 7 ou 8 ans après, leur situation est encore plus dégradée, parce qu'on n'a résolu aucun des problèmes essentiels, c'est-à-dire logement, alimentation, voilà. Je le répète, il y a un vrai problème d'accès à l'alimentation en France, on pourra en reparler. Et c'est pour ça qu'on a des projets de sécurité sociale de l'alimentation qui se développent en France comme projet de transition juste. Deuxièmement, est-ce que la transition juste est pour la croissance ou post-croissance ? Donc, la connexion entre transition juste et économie du bien-être, et avec la question des non-humains, d'accord, qui apparaît, et troisièmement, la question démocratique. Bon, c'est ça les 3 principes. Une fois de plus, je résume là ce que j'écris. Voilà, grosso modo, c'est ça la transition juste. Okay, donc, je pense que c'est important de se référer à l'origine du concept, à son évolution, pour comprendre comment on est passé d'une transition juste très étroite, conçue comme une compensation sociale, à une transition juste élargie, conçue comme une vraie stratégie sociale écologique. D'accord ? Évidemment globale et aussi non humaine. Voilà. Merci beaucoup. On avance, on épaissit le. Ouais, je crois qu'on peut. Merci pour vos interventions extrêmement riches.
On a abordé la question des conflits d'idées, des conflits historiques, des controverses, mais est-ce qu'on peut aller plus loin sur ces questions-là? C'est-à-dire, on voit de quoi est fait la transition écologique juste, ou la transition juste, peu importe son appellation, on voit à peu près vers quoi on va, mais quelles sont les compatibilités et incompatibilités avec les choses telles qu'elles sont, les systèmes ou le système dans lequel on vit. On parle de débat croissance versus décroissance. Beaucoup d'acteurs inscrivent leur action en faveur d'une transition écologique juste comme une action contre le principe même de la logique d'accumulation capitaliste. Est-ce que pour vous c'est compatible? Évidemment, en fonction de vos réponses, ça nous amènera à la dernière question. Vous pouvez aborder les deux en même temps, hein, c'est parce que j'essaie de jouer le temps, mais c'est du coup en fonction de cette conception des logiques d'intérêt contradictoires qui se font face, ce fameux rapport de force, comment on fabrique des coalitions pour faire avancer l'idée, le principe, avec tout le substrat que tu viens de rappeler, Éloi, et avec qui on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des acteurs avec qui il ne faut pas travailler, par exemple? Mais ça sera dans un deuxième temps. Les controverses. Quels sont les nœuds du débat aujourd'hui qui concerne la transition écologique juste? Je vous laisse prendre la parole dans l'ordre que vous voulez. Moi, je suis qu'un starter dans l'histoire, hein. Là, je pense que c'est chaud. Il y a une discussion qu'on a assez régulièrement au campus, où nous sommes plutôt un collectif dans lesquels, en tout cas, les jeunes avec lesquels je vis au quotidien sur place, dans l'écolieu, sont plutôt dans une logique radicale. Et au campus, on avait défini notre posture au début de l'aventure en disant qu'on souhaitait être radicaux, non marginaux, c'est-à-dire radical au sens de prendre les problèmes à la racine, et non marginaux, pouvoir justement travailler, discuter, dialoguer, agir avec des acteurs qui sont pas forcément exactement sur la même ligne que nous, à commencer par nos agriculteurs voisins. On est le sud Seine-et-Marne, où la FNSEA est extrêmement présente, avec des énormes propriétés agricoles et une très grosse difficulté à changer de modèle agricole. Et on est assez content et presque aussi assez fiers du fait que il y a des agriculteurs autour de nous qui nous ont dit que grâce aux discussions qu'on avait eues, ils ont décidé de faire déjà un premier pas en passant de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture de conservation des sols et en étant conscient qu'il faut réduire les pesticides. Alors, on ne rentre pas dans le débat qu'on a eu juste avant, mais c'était pour eux une manière de se dire comment est-ce qu'on prend soin, là, en l'occurrence du sol, du vivant, en étant conscient de la difficulté à passer d'un modèle à un autre. Et alors, dans une des discussions qu'on a de manière récurrente, je reprends la formule d'Arthur Delassus, qui est un jeune ingénieur qui s'est installé comme maraîcher avec sa femme à côté du campus. Arthur, certains le suivent peut-être il est très actif sur LinkedIn, je crois. Je suis pas trop les réseaux sociaux, moi. Et alors, lui, il nous dit en gros avec un peu de provocation, en fait, est-ce que la priorité c'est décarboner ou changer le monde? Et en gros, et je pense dans les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui, il y a un peu cette idée des priorités. Et lui nous dit en bon ingénieur qui lit plein de choses pour lequel la question de la décarbonation est absolument prioritaire de son point de vue. En fait, pour y arriver, en gros, il faut décarboner. Et il faut du coup lancer des coalitions d'acteurs dans ce sens-là. Et c'est vrai que la plupart de ceux qui sont au campus disent nous, on veut changer le monde au sens de cette dynamique systémique, de cette prise en compte préférentielle, alors voilà, après chacun comme il peut, des plus vulnérables. Et donc on a des énormes débats parce que dans un sens évidemment c'est plus de solutions techniques, même si d'ailleurs Arthur à titre personnel il vit de manière extrêmement sobre et de façon qui veut la plus cohérente possible. Et donc je trouve ça il y a un vrai débat là. Et qui rejoint, je pense, aussi après nos formations, nos sensibilités, entre ceux qui se disent oui, moi j'ai pas tous les moyens, mais en tout cas là où je suis, comme ingénieur, j'essaye de proposer certains chemins. Et je dois dire, moi je suis de celle qui discute beaucoup avec lui en disant, ça rejoint ce que j'évoquais avec le conflit de rationalité, que c'est pas parce que sur le papier on voit que on a la capacité d'avoir une énergie décarbonée largement à travers la planète qu'on y arrive, parce que précisément derrière tout ça, il y a des choix politiques,
et qu'il y a une rationalité d'un autre type qui doit jouer, et ce qui rejoint ce que tu évoquais autour des enjeux démocratiques, autour de l'articulation entre des questions sociales et puis très sensible à ce qui était dit du fait que pour certains c'est pas du tout le sujet de la décarbonation est vraiment pas le sujet premier vital. Voilà, donc en plein là-dedans. Et juste, je peux peut-être mentionner les 6 portes du manuel, qui a été pour nous une façon d'essayer pour chacun de nous de se déporter peut-être des façons privilégiées d'entrer dans les sujets. Et là, on avait réfléchi au départ à une quinzaine d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines. On est au final, le collectif était à peu près 70-80 enseignants-chercheurs et puis des praticiens, notamment du monde de l'économie sociale et solidaire, et des étudiants très mobilisés. Et on a choisi de parler avec des mots grecs. Alors, bon, c'est pas pour être jargonnant, en gros, c'était parce que d'un point de vue mnémotechnique, c'était les mots qui sont dans économie et écologie, donc oikos, nomos, logos, et puis on a rajouté ethos, praxis et dynamis. En gros, oikos, la question de qu'est-ce qui se passe sur notre système Terre, les enjeux de diagnostic avec la question des sciences du climat, sciences du vivant, de l'ingénieur. Que se passe-t-il? Et puis, on arrive à la question des communs. On a un monde en commun dont il s'agit de prendre soin. La question des migrations, etc. Donc, faire un diagnostic le mieux posé possible de la gravité de l'urgence. Là, je les donne dans l'ordre du manuel. Ensuite, ethos, du coup, que veut dire la question des responsabilités, si je paraphrase le langage des COP, communes et différenciées, avec des débats sur ce que veut dire la justice et les échelles et les critères de société juste, de quoi on parle. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Donc, et les différents courants éthiques et qui rejoignent aussi les éthiques de la nature. Donc, élargir la question des devoirs de justice à l'égard des humains aussi au lien au vivant. Et donc après, donc ça peut ouvrir aussi à ces débats entre éthique de la nature faiblement anthropocentrée jusqu'à écocentrée en passant par patho-biocentrée, mais là aussi, pas le temps, on ne peut pas rentrer dans le détail. Puis ça amène à nomos la question des normes, des métriques qu'on utilise, des instruments de mesure, d'évaluation, et évidemment, tout le fonctionnement de nos sociétés est mu par des métriques qui ont été mises en avant comme celle du PIB. Alors là, Éloi pourra parler aussi de ses travaux proposant de remplacer le PIB par justement notamment l'espérance de vie, voilà, en disant que c'est une autre manière de regarder ce qui est en jeu. Et puis, on a logos, la question justement des mots qu'on utilise, des imaginaires, des récits et de la prospective, et qui rejoint aussi de tout ça, c'est pourquoi, vers quoi, et aussi à très court terme. Et donc, voilà, la question de peut-être la survie pour certains, et ensuite la question du buen vivir, du bien vivre. Et donc, comment on le dessine, et du coup, en remettant en cause la façon de mettre en priorité la croissance. Voilà. Et puis, praxis, la question de l'action, les acteurs, les échelles de l'action, et donc cette question des coalitions multi-acteurs, multi-échelles, mais aussi la question des rapports de force. Et là, pour le coup, voilà, je suis aussi dans un collectif où il y a des gens qui sont extrêmement mobilisés dans des collectifs comme Dernière Rénovation ou autres. Et puis, nous, on se dit, peut-être stratégie qui fait droit, et là, j'évoque les travaux de Eric Olin Wright, qui réfléchissait aux stratégies anticapitalistes en invitant à gérer la complémentarité entre des stratégies dites en rupture, interstitielles et réformistes. Et du coup, je trouve que c'est quand même très intéressant pour essayer justement de regarder comment certains acteurs vont se situer dans une logique beaucoup plus en rupture et d'autres vont être dans une logique réformiste, au sens où je pense, nous on accompagne par exemple des équipes de direction d'université ou d'école qui se disent comment je fais pour, avec ce que j'ai à ma disposition, essayer de faire bouger les cursus, intégrer de façon structurante les questions écologiques et sociales, en évitant que ça soit juste une sous-discipline enseignée à côté des autres. Et alerter sur les énormes incohérences à l'heure actuelle du fonctionnement de l'enseignement supérieur, dans lequel il y a en gros, il y a le silo transition écologique, le silo en ce moment intelligence artificielle, et si je prends l'ESSEC, aussi la géopolitique et business. Et on a l'impression qu'on a
ben voilà, c'est ce fonctionnement cloisonné qui nous empêche d'être au bon niveau de l'action. Et enfin, dynamis, on l'a évoqué tout à l'heure, ben la question aussi de la spiritualité, des ressources intérieures des acteurs, tout ce qui aussi a trait à l'éco-anxiété. Alors, c'est peut-être un point de vue très peut-être plus occidental là, mais voilà. Enfin, et cette question des ressources intérieures qui nous permettent aussi de nous dire, alors si on prend le langage chrétien, qu'on n'est pas les sauveurs et que cultiver l'espérance, c'est aussi se dire que justement il y a cette force de l'interpellation et de la complémentarité entre nos regards et avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, de rendre plus visibles ceux qui sont invisibles et des préoccupations qui sont parfois, du point de vue des pays du Nord, très centrées sur un certain type de problématiques. Voilà. Merci. Peut-être Enrique, dans le prolongement, hein, toujours pour aller sur les controverses, ce qui gratte, ce qui fait débat, qu'est-ce qu'il faudrait dans les choses qui sont ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'il faudrait abandonner et qu'est-ce qu'il faudrait promouvoir, hein, parce qu'on a l'impression que tout est compatible. Notamment, il y a cette idée, hein, dans l'idée de croissance verte. Donc j'aimerais bien avoir vos opinions là-dessus. C'est une question qui vient de l'approche de la tour, mais on ne peut pas tout conserver. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Qu'est-ce qu'il faut conserver? Et puis, comment on le décide? Quelle question, hein? Eh oui. Mais j'aimerais bien une réponse. Moi, je crois que si j'ai une réponse pour ça, bon, je vais me dédier à autre chose, hein. Non, mais je pense beaucoup que bon, j'ai partagé beaucoup avec un collègue, un ami très proche. Peut-être certains d'entre vous connaissent bien, c'est Patrick Caron. Et avec Patrick, cette idée de prendre la controverse comme une opportunité, c'est vraiment une question intéressante de point de vue particulièrement de faire le contraste entre des différentes réalités. Donc je crois que ça nous permet un peu de placer la dimension culturelle, politique, économique, etc. Et géographique, bien sûr. Et moi, je pense beaucoup à cette idée évoquée dans la première table ronde sur les rapports de pouvoir. Je me souviens clairement que dans les années 90, il y avait une discussion dans le domaine de l'environnementalisme, de l'écologisme, en Amérique latine, que c'est la discussion autour de la dette écologique. Mais toute la discussion sur la dette écologique, il était complètement disparu. On n'a jamais discuté après de cette question de dette écologique parce que je crois que c'est une idée politiquement incorrecte, géopolitiquement clairement très compliquée. Et ensuite, on a la nécessité de reconvertir un peu la discussion. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, c'est une spéculation, mais peut-être c'est comme ça qu'on arrive au concept tel que transition écologique juste. Hein. Une sorte d'émulsion pour arrêter cette idée vraiment compliquée de point de vue politique, économique, géopolitique particulièrement. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qu'on peut discuter, comment on fait les calculs, etc., etc. Mais politiquement, c'est compliqué et ça, il a placé un peu cette demande qui vient des pays du Sud pour dire, bon voilà, une partie importante des ressources, ils sont amenées au Nord, etc. C'est toute la discussion qu'on connaît bien. Mais je crois que c'est pas seulement, c'est pas une seule solution. Hein. Clairement, il y a pas mal des autres éléments de complexité. Mais je crois que si on a peut-être une opportunité, c'est effectivement de visibiliser ce type de controverses, mais aussi les controverses qui viennent du domaine qui évoque la controverse. Quelles sont les rationalités qui sont en jeu et quelles sont les rationalités finalement qui n'arrivent pas à mobiliser probablement un dialogue. Et donc le mot dialogue, c'est un mot peut-être nécessaire de placer comme une nécessité, hein, comme quelque chose qu'on a besoin effectivement pour avancer sur ces domaines. Et qu'est-ce qu'on peut laisser à côté? Bon, c'est difficile hein, pour moi de
positionner et savoir s'il y a quelque chose à laisser à côté. Hein. Moi, je pense beaucoup. La par croissance, par exemple. Je dis ça parce que c'est un Oui, débat qui anime les oui, acteurs. Hein. oui, oui. Mais tu sais que le problème, c'est que, comme on a été évoqué, hein, le problème pour les pays du Sud, de parler d'arrêter avec la croissance, c'est un peu dire, voilà, euh, arrête avec ça. Arrêtez pourquoi? Ou avec qui? Donc, je crois que à l'ICTA, à Barcelone, il y a une proposition intéressante du côté de la décroissance. Euh, Yorgos Kallis, hein, il a publié pas mal d'articles autour de comment on peut penser la décroissance, c'est intéressant. Mais je crois que du point de vue politique, en même temps, dans les pays du Sud, et particulièrement, je pense à la réalité en Amérique latine, c'est très compliqué. Hein. Si tu as une position comme candidat pour dire, bon, moi comme candidat soit au Parlement, soit à la présidence de la République, je propose la décroissance. Je crois qu'il n'y a aucune chance de gagner rien. Et quand même, hein, au Chili, on a eu la possibilité de changer une constitution et on a passé pas mal des éléments qui sont installés précisément sur le plan de la demande écologique, de plan de droits des animaux, etc. Qui sont, si on analyse les projets de constitution qu'on a fait au Chili, c'est vraiment une constitution que moi j'aurais aimé, hein, mais il était rejeté par les 70% de la population presque. Hein, les 60, quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on a comme un objectif politiquement construit. Donc, c'est difficile à parler de la décroissance. Hein. Moi, je pense peut-être on a besoin de dialogue. Hein. Pour moi, la question du dialogue, c'est importante. Hein. Et cette idée de dialogue, c'est comment on peut effectivement construire des conversations où, comme a dit un philosophe, un biologiste chilien qui n'est pas tellement connu, hein, Humberto Maturana, moi je pense qu'il doit être plus connu qu'on le connaît. Il a dit qu'il faut construire des réseaux de conversation. Hein, et il a parlé beaucoup de la biologie de la connaissance. Et que je crois que c'est comme ça, peut-être, on peut arriver, on peut avancer un peu. Mais chaque avancement, c'est un rétrocès dans des autres aspects. Hein. La situation en Amérique latine, c'est très compliqué, hein, si on pense du point de vue politique. Le mouvement ultraconservateur, il avance. Cette idée de backlash, il est très présente. Et qu'il faut penser, donc, quels sont les éléments qui amènent finalement à ce type de contestation qui c'est contre, effectivement, tout ce qu'on est en train de mobiliser. Il y a des moments dans lesquels je pense que je suis... Peut-être il y a pas mal des amis qui me disent, tu as échappé d'Amérique latine. Peut-être, hein, mais avec, pas avec l'idée d'échapper, hein, mais aussi pour savoir qu'il y a des processus qui sont très compliqués et que peut-être qu'on a besoin de différentes manières de mettre en place des alternatives à partir de la construction de ce type de réseau de dialogue autour de ce qu'on n'arrive pas à comprendre bien du point de vue philosophique, je crois. Je crois que c'est très, très clair. Mais aussi politiquement, hein, je crois qu'il y a pas mal de choses qui sont aujourd'hui d'urgence à penser. Merci, merci beaucoup. On va garder un tout petit peu de temps pour discuter avec la salle, mais Hussam et puis Éloi peut-être pour conclure ces deux premiers sets de conversation, et on va élargir ensuite le périmètre de la conversation. Yes, thank you. I really have more a question than discussion because I'm sitting with experts in this field, and they draw my attention to many things. They are very proud that they publish book and make researches, and my colleague, she's saying that the students are well informed about the ecological transition. This is really very great and very nice. How strong is the ecological transition compared with the United Nations resolutions? It's not applied. So how we can, by research and by the knowledge of the people, build something justified and build something. If the people knows that this is very good, but what's then? People are still dying of hunger. Still there is massacres in this world. Still there is war. Even there is a United Nations resolutions. I think there is a gap between research
and between the application. We have many good theories. We have good willing, but the application is not there. So all the world are informed. Every day they're sitting to hear the news and they know the reality, but nothing is changed. Still the people dying all over the world because of war or either because of hunger. I think we are not targeting in this. I reviewed what they are telling. We are not targeted the really good group to be targeted. Not the information of the people, but the farmers. The farmers, they are the targeted group of our work. So we should target them. This is one. In order to minimize the wide road to reach to this ecological transition, why the politicians, the political and economy people will not sit with you? You have a book. They should invite you and understand about your thoughts and your progress in the research and apply it. Imagine if the Jardinerma in France will publish any farmer who used pesticides, then this will be finished and will be directly ecological transition. Why the politician will have to change the rules, the regulation, why they are not involved, why the economist, the people who work in economy, the Ministry of Economy here will not take an action toward this good willing and good approaches. This is the question. There is a gap. We can make researches for 100 years coming, but we will not change anything if nobody will adapt our ideas and our thoughts, which we consider it a good one. So I think when you look to the ground, you will find nothing of our research is applied. We are interested to have a list of publications on our CVs. Maybe it's good for our economy because we will get a job because we are good researchers. That's why I am in France, because I did research. Otherwise, I can stay in Gaza and fate my end there. So I really encourage my colleague here to contact the people who's making regulations, who's controlling in this country and everywhere to apply this theories, to consider it. Otherwise, we are consuming time. And maybe time here in France is not important, maybe, because once I go to the prefecture, they will give me appointment after 1 month. You know, but for me, the time is very important because every day is 100 person in my country dying. So if you will count for 1 month, you will have more than 3,000 persons will be killed. So time, the feeling of time is different from here and there. So you will find me I am criticizing you because you have a book, you have the information, you have everything. Why you don't go to the government and tell them, I want to apply this because this is good for the world, for France, for everywhere. So don't be, you have to open your heart for me to listen because I live different condition than you. I have 30 research in my CV. It's all about the application of irrigation systems to minimize the irrigation system with good yield. The farmers, I discovered after measurement and modeling that the farmers in my country, they use 30% more water for irrigation for nothing. It will not increase the yield. So I thought the Minister of Agriculture will invite me and will listen to me, but nothing is happening. I went to him. I spoke to his secretary that I want to meet him. We are in water crisis. We haven't much water to drink. But he was careless. And he said, yes, they are doing research for the university to promote, to become professors. But this is not the fact. I do the research and I have good result, and we can really control the farmers to use less water with good production. So I wish that your efforts will not disappear, or you will not put your book and your research on the shelf and nobody benefit out of it. That's why I am really a little bit nervous. So I wish that you will accept me and my criticism. You have to go to the government. You have to make a conference.
you have to invite the journalists and everybody and speak about your good results and the good willing of your research. And also my colleague here. Yeah. Merci beaucoup. C'est la question de l'action, on est en plein dedans, et des coalitions. Pour nous, chercheurs, c'est la question des interfaces avec les décideurs, celle de nos responsabilités, la façon dont on formule des problèmes à résoudre et dont on trouve des solutions. Après, il y a une question à l'amont, Hussam. Est-ce qu'il y a des réponses homogènes et cohérentes qui sortent de la multiplicité des travaux qui sont faits? J'en suis pas tout à fait sûr. Là encore, de la recherche proviennent plusieurs propositions et solutions qui sont parfois incompatibles. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la science, avec ses outils, ses approches, ses méthodes, n'est pas en capacité de trancher. On rentre ensuite dans le travail politique qui intéresse les acteurs. Ils sont concernés. La question, c'est est-ce qu'on peut continuer, c'est la question que tu nous poses, à chercher, à produire et à laisser ça sur des étagères. Bon, je pense qu'on a affaire ici à une communauté de chercheurs qui pratiquent des sciences sociales appliquées et impliquées, j'en suis persuadé. Éloi, tu as fait une proposition notamment sur la métrique. Ça peut paraître anecdotique, changer le thermomètre pour finalement changer les choses. C'est ce que tu peux nous expliquer en quoi l'espérance de vie ou d'autres propositions que tu as faites peuvent modifier énormément la conduite, le gouvernement des sociétés et des humains et des non-humains. Alors non, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais répondre à la question qui était prévue. D'accord. La question qui était prévue, c'était c'est quoi les controverses autour de la transition juste. Ok. Donc je vais m'en tenir là. But first of all, I really want to answer you. First of all, thank you very much for being here. We are extremely happy to have you on this panel. Welcome to France. What's happening in Gaza is just an abomination. You need to know that it's a daily suffering for everyone. I watch the news, not the French news, because the French news is extremely misleading on what is happening, but I watch the news every day. And maybe I came across as a bit, critical, but what I wanted to tell you is that we are actually sharing the same humanity, which is exactly what I see when I look at the news in Gaza every day. That is, it's a crime against humanity that I feel in my body every day, that humans are being treated like that. So what we can disagree on many things, but I think the most important thing I want to say to you is how much we share in terms of humanity. And the reason why I pointed to the problem of food insecurity in France was not to say that your problems are the same as they are here, because they are not. What you are experiencing is famine, but I want also to remember that the theory of famine by Amartya Sen tells us that a famine is not that people go hungry. A famine is something which is engineered by someone, which is just a censorship of basic rights. And what Amartya Sen told us with the theory of famine is that the famine does not occur because for lack of food. It happens because for lack of rights. And what I wanted to point is that in France also some people are suffering from this lack of rights. But there's no comparison between what people are experiencing in France and what people are experiencing in Gaza. So I think this is the most important thing I wanted to say. So thank you for being here and welcome to France. Ok, alors maintenant les controverses sur la transition juste. Il y a 3 controverses majeures sur la transition juste. La première, c'est que la transition est une diversion, est une illusion. La deuxième, c'est que la transition est un luxe. Et la troisième, c'est que la transition est un instrument de domination. La transition est une illusion, une diversion, c'est la thèse de Jean-Baptiste Fressoz dans son livre Sans transition. D'accord, ce que dit Fressoz, et il a eu maille à partir avec François Gémen sur France Inter il y a quelques jours, exactement sur ce thème-là. Pourquoi ? Parce que Fressoz vient de publier un papier dans une revue qui dit que le GIEC est technophile. Et ce qu'il dit, donc ça s'appelle In Tech We Trust, qui est un excellent papier, d'accord, qui a presque tout bon, presque. Ce que dit Fressoz, c'est qu'en fait,
le GIEC promeut une vision complètement illusoire de la transition par le technosolutionnisme et que le groupe 3 du GIEC, depuis des décennies, en fait, nous trompe sur l'existence de solutions technologiques qui vont nous sortir d'affaires. Alors déjà, c'est pas juste du technosolutionnisme dans le groupe 3, c'est du techno-économisme. Parce qu'en fait, dans le groupe 3 du GIEC, pour ceux qui connaissent, il y a à la fois des modélisateurs et des gens qui s'occupent de technologie, il y a aussi beaucoup d'économistes, d'accord? Et donc de ce point de vue-là, et ça prolonge le livre de Fressos qui s'appelle Sans transition, et qui est le fait de dire, en fait, la vision phasiste de la transition énergétique, qui est que une énergie remplace une autre et que naturellement, au bout du chemin, les énergies renouvelables auront remplacé toutes les autres, c'est une illusion complète. En fait, vous avez une stratification des différentes énergies, et aujourd'hui, on n'a jamais autant produit de charbon. En fait. Et donc la thèse de Fressos, c'est de dire, en fait, il n'y a pas du tout une énergie qui remplace une autre et qui l'annule. En fait, elle se suraccumule parce que derrière la logique de la vision phasiste de la transition énergétique, en fait, il y a la croissance. Et tant qu'on ne se débarrasse pas de la croissance, en fait, vous pouvez accumuler les strates énergétiques, vous aurez toujours plus de consommation matérielle. Donc le matérialisme du système économique, en fait, est complètement masqué par cette idée d'un phasisme dans la transition énergétique. C'est l'argument de Fressos. Il est très puissant, okay, et il est profondément juste, d'accord? C'est qu'en effet, de ce point de vue-là, c'est une diversion et c'est une illusion. C'est-à-dire que ce qu'il faut changer, et ça on arrive à ta question, c'est la croissance. Tant qu'on n'a pas, en fait, une transition, qu'elle soit juste ou pas, qui se débarrasse de la croissance et qui vise, tu disais Alain, vers où va-t-on? Donc, moi je pense qu'il faut aller vers la satiété, sufficiency, d'accord, et qui est donc ce qu'on appelle en France la sobriété, mais qui est mal nommée, qui est en fait en anglais sufficiency, ce qui est le fait qu'on redescend les gens qui ont trop et on remonte les gens qui n'ont pas assez. Et c'est là où on est tous des humains, c'est là où on s'entend. C'est que c'est pas juste faire redescendre les modes de vie excessifs, c'est aussi faire en sorte que les gens aient leurs besoins essentiels qui soient satisfaits. Et non, la décroissance n'est pas des gens qui disent que les pays pauvres doivent décroître. C'est absolument pas ce que disent Kalis, Jason Hickel, Julia Steinberger et toute la littérature sur la décroissance, Yann Goff, etc. C'est la satisfaction des besoins humains essentiels sur le plan universel. Et vous avez des papiers qui montrent empiriquement comment on peut consommer 40% de moins d'énergie en satisfaisant les besoins essentiels universels. Decent standard living, mais au niveau universel. Et c'est pas du tout un truc du Nord, ok? Vous laissez pas avoir par l'idée sur laquelle la décroissance est un truc du Nord qui ne s'adresse pas du tout aux pays du Sud. Les gens ont réfléchi à ces questions depuis très très longtemps, d'accord? Donc, premièrement, est-ce que c'est vrai cette idée que la transition est un concept inutile? Parce qu'en fait, la transition, c'est en fait une transformation graduelle et gentille et qui fait pas peur. D'accord, d'un système qui en fait ne changera jamais, parce que derrière il y a le capitalisme et derrière il y a la croissance. Et tant qu'on n'a pas posé ces deux questions-là, d'un capitalisme nourri à la croissance, vous pouvez appeler ça développement soutenable, transition juste, etc. Vous ne ferez pas un centimètre de plus. Et donc là, la transition juste, sachez-le, est attaquée partout sur le thème, c'est le nouveau développement durable. D'accord, c'est le nouveau gadget qu'on nous sort. En fait, c'est la même chose. On va continuer le capitalisme, continuer la croissance, et donc on va mettre des mots devant un système qui ne le change pas. Je pense que de ce point de vue-là, Fressos est complètement excessif dans son attaque du terme de transition. D'ailleurs, dans son livre Sans transition, il n'y a pas de définition de la transition, donc c'est une façon de lire le titre, Sans transition, c'est-à-dire qu'il ne définit jamais le terme de transition. Or, transition ne veut pas dire, sur le plan étymologique, transformation graduelle et timorée d'un système qui reste le même. Transition en latin, ça veut dire passage. Okay. Et le passage, c'est absolument ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si jamais on ne fait pas ces transformations écologiques et sociales, il y a une fenêtre de tir qui va se réduire comme peau de chagrin et qui va finir par disparaître, qui est le passage vers la deuxième moitié du XXIe siècle, qui est absolument pas acquise aujourd'hui pour des milliards de personnes. D'accord, très concrètement. D'accord, vous avez des papiers qui montrent que vous avez, à horizon de 20-30 ans, 2 milliards de personnes dans le monde qui sortent de la niche écologique, par exemple du fait des canicules. Okay. 2 milliards de personnes, donc c'est vertigineux. C'est en fait une destruction malthusienne de la population. C'est ce qu'on a en face de nous. Donc cette idée du passage, en fait, elle est très forte. Et la deuxième force de la transition, c'est l'idée de la métamorphose. Une transition, c'est un processus dynamique. Donc c'est un voyage. Et c'est ça qui est intéressant.
Parce que vous pouvez toujours faire de la statique comparative en disant il y a un point A, il y a un point B, on est dans le point A indésirable et on va dans le point B désirable. Mais tant que vous n'avez pas fait la dynamique du point A au point B et toutes les étapes de la métamorphose, vous voyez ces croquis dans lesquels il y a un animal qui se métamorphose en un autre animal ou un animal qui se métamorphose en homme. Et la question c'est d'observer toutes les différentes phases qui permettent de comprendre comment on passe d'un système à un autre. Et c'est pour ça que le terme de transition est en fait très intéressant. Bon, je veux pas être trop long, ça c'est la première controverse, ok ? On est en plein dedans, lisez ce papier de Fressoz, regardez le débat de France Inter, vous verrez ce que je veux vous dire. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que dit Fressoz, il y a aussi plein d'erreurs et plein de raccourcis, et notamment le fait que le rapport du groupe 3 de la R6 est le rapport où pour la première fois, il y a les termes de décroissance et de sufficiency. Donc les attaques de Fressoz, elles arrivent en fait 10 ans trop tard par rapport à ce qui se passe vraiment dans le GIEC, comme plein de choses dans la recherche. La deuxième chose, c'est la transition est un luxe, donc en fait, elle n'inclut pas le Sud. Sud global, il va falloir commencer à se méfier de cette expression, en particulier depuis le sommet de Tianjin. Je pense qu'il va falloir commencer à faire très attention avec cette histoire de Sud global, mais appelons ça le Sud, je pense que tout le monde comprend, et y compris le Sud qui est dans le Nord d'ailleurs. Et donc, est-ce que c'est un luxe, c'est-à-dire, est-ce qu'on inclut ou pas des dynamiques globales ? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est la deuxième controverse. Okay ? Et donc, une fois de plus, non, la décroissance n'est pas quelque chose qui s'intéresse que aux pays du Nord, etc. Il y a plein de gens qui réfléchissent à une vision décoloniale de l'écologie, à une vision qui intègre tous les enjeux globaux. Okay ? Et la troisième question, c'est est-ce que c'est un instrument de domination des humains sur les non-humains ? Qu'est-ce qu'est une transition juste si on ne prend pas en compte le monde non-humain ? Et là, une fois de plus, c'est toute la question de la justice multi-espèce, qui est la nouvelle frontière de la transition juste. Vous pouvez faire une transition juste sur le plan social, intergénérationnel, intragénérationnel. Si vous n'avez pas la justice multi-espèce, vous avez une dimension immense de la transition juste qui vous manque. Et c'est pour ça que si vous regardez les papiers qui sont parus autour de la Earth Commission, sur Earth System Justice, vous avez bien la justice qui est définie dans les trois dimensions, intragénérationnelle, intergénérationnelle et multi-espèce. Et là, évidemment, ça ouvre à encore un autre univers de complexité. Mais c'est ça, grosso modo, les trois controverses, à mon sens, principales autour du terme de transition. Merci beaucoup. Alors évidemment, on aura envie de continuer. Vous allez avoir la parole. On est en retard, mais ça c'était acquis d'avance. On a démarré en retard. Il faut qu'on garde 5 minutes absolument à la fin, parce qu'il y a un travail supplémentaire qui vous sera présenté. Donc je vous propose quelques minutes. Alors vous allez être frustrés parce que je vais vous arrêter très très vite. Mais on est ensemble pendant 2 jours, donc les échanges se poursuivent et vous pouvez rebondir à des choses qui se sont dites ce matin dans les autres ateliers. Il y a une continuité, donc ne soyez pas trop frustrés. Alors on prend 2-3 questions si vous voulez bien, très courtes. Alors, je suis Hélène Roux, sociologue, associée au CEPED, Centre Population et Développement, et aussi à l'UMR Développement et Société. Travaillant sur l'Amérique latine et sur l'Amérique centrale principalement, sur les questions agraires et de développement. En fait, alors, ça va être difficile de faire court, mais j'ai été assez sensible, disons, à toutes les interventions. Et en fait, il y a une question qui, à mon avis, est latente dans tout ce qui a été dit, enfin, dans beaucoup de choses qui ont été dites, mais qui n'a pas été énoncée comme telle. C'est la question de la marchandisation de la question des questions environnementales. Or, cette marchandisation, elle est à l'œuvre depuis le début, et en fait, elle s'inscrit telle comme elle est présentée partout, dans une logique en fait marchande. Et il est très difficile de penser cette transition, ou disons
de façon, la pensée dominante, y compris celle de mes collègues chercheurs et chercheuses, de la penser autrement que dans des dynamiques marchandes. Et en cela, moi, je souhaite que, ce qui serait intéressant, c'est de penser aussi cette question de la transition, de cette réflexion sur la transition dans un contexte, de l'historiciser aussi, hein, parce que il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, mais que on pense maintenant et que on ne pensait pas du tout avant, notamment par exemple, moi je me souviens il y a 20 ans, personne ne discutait la question des services environnementaux. Hein. Or, les services environnementaux qui ont été, instaurés, etc., ça a été une des multiples façons de marchandiser la question environnementale, pour ne pas parler des mécanismes de compensation carbone, etc., donc qui ont atteint aujourd'hui des niveaux absolument incroyables, où en fait le business, c'est l'écologie en elle-même, et la transition en elle-même est devenue un grand business et se comprend dans ce contexte-là. Et il faudrait vraiment faire une histoire de comment on en est arrivé là et comment ça a évolué. Merci. Merci pour la proposition et pour la question. Je vous laisse peut-être répondre sur cette question de la régulation marchande, faisant partie ou pas de la boîte à outils, pour engager ce processus d'envergure. Et comme tout le monde se précipite, je vais répondre. Merci. Enfin, vous imaginez bien qu'en 5 minutes, on ne peut pas parler des différents sujets qui sont multiples, mais en fait, on en a parlé indirectement. C'est-à-dire la question de savoir si la transition est une diversion qui, en fait, n'induit pas une énième métamorphose du capitalisme en capitalisme vert. C'est très exactement ce dont vous parlez. Quand vous dites il y a 20 ans, personne ne parlait des services, j'imagine vous parlez des services écosystémiques. En fait, très exactement si, il y a 25 ans, puisque c'est là que c'est avec le Millennium Ecosystem Assessment qu'a été introduit l'idée de services écosystémiques comme moyen de représenter les dégradations faites à la nature, avec des guillemets, et donc en fait c'est exactement il y a 25 ans qu'on en a parlé, et jusqu'à aujourd'hui avec la démission des chercheurs de l'INRAE sur la question des crédits, voilà, et la énième réédition de la finance appliquée cette fois à la biodiversité et non plus seulement à la question du climat. Donc voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire cette idée de la transition entendue comme simplement la métamorphose du capitalisme en capitalisme vert, la croissance verte, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, c'est pour ça que ce que dit l'ADEME, qui est 1, les inégalités, 2, vulnérabilité, 3, la démocratie, il y a une autre dimension, qui est il faut que la transition juste soit post-croissance. C'est-à-dire que si on reste dans l'idée du système de croissance et du capitalisme nourri à la croissance, il n'y a aucune chance ni qu'il y ait la transition, ni qu'il y ait la justice. D'accord ? Donc moi je suis totalement convaincu par cette idée, et j'observe comme vous le progrès de tous ces instruments, mais en même temps il y a aussi énormément de débats dans les enceintes internationales. Si vous regardez la Convention sur la biodiversité, vous avez vraiment un conflit entre la vision, par exemple, du rapport d'Ascoupta sur l'économie de la biodiversité, et donc tout ce que les instruments financiers et la financiarisation en fait je rappelle juste que Partha Dasgupta parle du portefeuille d'actifs naturels qu'il faut optimiser pour traiter la question de la biodiversité. Et vous avez opposé à ça le droit des communautés indigènes. C'est pas du tout la même logique. Et ça, c'est vraiment Suppiot qui a bien montré la différence entre le droit et le nombre, et de quelle manière la logique juridique peut arrêter la logique économique. Donc, moi, je suis totalement de cet avis-là, et indirectement, on a quand même essayé de le dire. Vision critique, hein. Je dis pas qu'on n'en a pas parlé, mais que il y a eu un ravissement pour des solutions marchandes à l'époque qui a été très peu critiqué et remise en question. Ça commence à évoluer un petit peu maintenant, tant mieux. Merci. Et je crois qu'il y a une question en haut, et on s'arrêtera là peut-être. Le nom de l'article. Ça s'appelle In Tech We Trust. C'est dans Energy et Social Research. Ça, c'est la Convention sur la biodiversité. On précisera ça après. Ouais. Montréal, Cuny. Ok, merci.
Donc, Zora Medbi, je suis chargée de recherche IRD à Prodic. Je travaille sur les questions d'adaptation des villes et au changement climatique. Et j'étais très touchée par l'intervention de notre collègue Houssem Najjar. Et ma question, c'est en fait dans quelle mesure aujourd'hui on peut parler de la question de la transition écologique juste sans désarmer, quand la guerre brûle nos territoires, consomme des quantités énormes d'énergie et que la famine menace des millions de vies. Vraiment, c'est une question qui me trotte et j'ai envie de partager cette question avec vous. Merci, je pense que là, du coup, elle n'a pas été absente parce qu'elle a été soulevée dès le départ. Vous pouvez en profiter pour compléter vos... Allez-y, hein. L'une ou l'autre. I want all the time to say that research is not solving the problem, because in peace you can do research, you have your lab, you have the budget to do the research, but it's not solving the problem, because when I noticed the development in the environmental issues, it always come a theory, research for 20 years, then comes another theory, and research another 20 years, then comes another theory, and so on. If you look to the CDGs, it was 6 items, CDGs. After 5 years, I think, it became 13. So we are talking and making research, but we are not applying our research on the ground because there is a gap between the legislative council and the researchers. The one who makes the legislation for the country is not considering the research outcomes. This is one issue. I compared the research with the United Nations resolutions. The United Nations resolutions are more strong because it comes from all the political head in the world, but they couldn't stop a genocide in a small place. And they are watching every day of people dying of hunger or murdered. So I fed up with talk, you know. I fed up with research. I really don't believe this word in anything, because actually when you need the researcher to change, they will not change. If you need the politician to make something to stop some bad thing like genocide, they will do nothing. So I don't believe in anything. So always I will criticize the researchers. And I was sorry about all my past doing research. It's nothing. I also don't like what I politically oriented. I was supporting this president, supporting this minister, but now I discovered it's like, you know, it's a job creation. They just want to be minister and presidents and for nothing. They will not do nothing in the case of war. In the case that you need them, you need the researcher when there is a pollution in the environment, but they will do only research. Nobody will listen to them, or they will not apply their theories. It's like job creation, even for researchers and politicians. Sorry, I'm really attacking everybody because I'm not in peace. You know, I cannot make compliment because the matter is more than to speak. You have to stop this feminine in Gaza. You have to open the borders for the people, access for the food. The food is spoiled at the border and they will throw it because it's spoiled and the people dying inside. Between the food and the people, it's like 5 kilometers. It's only the zone between the Egypt border and Gaza. It's like 5 kilometers, and they will throw the food because it's spoiled, it's in the sun. So what do you want me to believe? To keep the researcher doing research and having good result and publish in the good journals, and the people who work in politics and economy, they are speaking about good politics, good relations, good everything, but when the people are really in a crisis, they will all disappear.
what I will do with research, what I will do with good politician, man, I love him. I loved Macron because he said something at least to criticize the war. But it's only also talk. It's also talk. Nothing on the ground. So I'm really sorry for everybody because I don't have nice words to say or anything to compliment with everybody. That's the question for your question. The answer for your question. I'm sorry. Merci beaucoup. Une interpellation, même critique, c'est une contribution essentielle. Alors, on ne va pas pouvoir continuer ces échanges qui sont importants parce qu'ils touchent, si j'en reviens au programme, l'enjeu d'une relation réinventée entre recherche, action et décision. Alors, vous l'évoquez dans un contexte absolument dramatique, mais la question, elle déborde ce contexte. Et dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, dans les sociétés qui ont inventé la première modernité, on va dire ça comme ça, mettre la recherche au service de l'action, je pense qu'il y a une quasi-unanimité ici d'avis sur cette question-là. Celle qui vient juste derrière, c'est comment on fait. Comment on fait pour inverser ce rapport entre la recherche et la décision? Peut-être qu'on commence par accepter que la recherche ne produit pas de solution. Ça a été dit 10 000 fois. Le problème, c'est que tout le modèle technico-économique dans lequel on est vit avec cette illusion que des solutions peuvent venir de la recherche et qu'elles seraient appliquées par des décideurs à l'écoute. Je pense que la relation est beaucoup plus compliquée et conflictuelle. Je pense même que la controverse scientifique fait partie du débat d'idées, du conflit politique, des points de désaccord, et que dès qu'on le reconnaît, il est très difficile de rester un chercheur effectivement de bureau, et ça oblige, c'est là où vous nous interpellez, à devenir des chercheurs impliqués, pourquoi pas militants, avec la rigueur scientifique, mais militants. On est très loin de ce système-là, de ce type d'institution. C'est même difficile pour un chercheur de s'engager. On le voit aussi en France aujourd'hui sur certaines questions, et notamment qui ont trait à la transition. Mais donc vous posez une question essentielle, et merci pour ça. Alors, merci à tous. Je suis désolé, je pense qu'on aimerait continuer la discussion, mais elle va se poursuivre autrement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah, il y a une question en ligne, c'est ça? Non. Comment je fais? Ok. Allez, Romain. Ah, il est en ligne en fait. Oui, il est en ligne. Je n'avais pas compris. Il est en ligne. Normalement, il devrait. Ah oui. Alors, Romain avait en charge d'écouter vos échanges, nos échanges, et d'illustrer ces échanges-là. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. J'essaie d'avoir le partage d'écran pour pouvoir vous partager la synthèse avant qu'on aille déjeuner. Évidemment, ça fonctionnait il y a 2 minutes et bien, là, ça se passe autrement. C'est son problème en fait. Non, On l'a activé? Ouais, il est activé normalement. Je vais voir, je vais le vérifier. Ah, ça y est. Ah. On reste sur ton image. Ouais. Pourtant, le partage est ouvert en fait. C'est bon? Ah. Donc il s'agirait de mettre en plein écran. Ok. Plein écran, Comment on fait ça? je ne sais pas. Faites clic droit et mettre en évidence pour tout le monde. Chez la vignette. Non. Clic droit sur ma vignette et... Bah oui, mais ça marche. Parce qu'en fait, c'est Flore qui a il faut que tu décoches sur toi. C'est toi qui est affiché en principal. Bah, écoute, Passer en mode plein écran peut-être. changer le thème. C'est clic droit sur ta vignette et tu fais détacher. Ou quelque chose comme ça. Non, j'ai Ou pas. Moi. annu- C'est toi qui l'as ouvert Là, sur là, ton ordi, là. peut-être?
C'est pas ton ordi, ça? Non, non, c'est ouvert là-haut. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est doué sur ce... Je pense que c'est la combinaison avec ouais, on n'a pas la main en fait. Envoie-le-moi, Alain, Romain, s'il te... Ah bah non, ça sert à rien puisque j'ai pas ouvert. Normalement, là, ta vignette est épinglée, Oui, et mais donc en ça veut fait, dire que c'est elle qui a le focus. non, mais c'est pas, en fait, c'est l'ordinateur du pupitre qui Ah, correspond c'est pas l'ordinateur du à pupitre. l'ordinateur Eh de bien, la régie derrière. eh bien, monsieur, madame en régie, Mais ils il est sont juste... partis déjeuner. On va, la Flore, il court. Alors, Flore est en train de le faire. Peut-être que tu peux nous expliquer ta démarche en attendant. L'objectif de ce que je vais vous présenter là, c'est de pouvoir, au cours de ces 2 jours, vous proposer une synthèse. Alors, les échanges sont riches, ils sont nourris, il y a énormément de choses. Que retenir? Quels ancrages? L'idée, c'est de vous proposer les grandes lignes. En tout cas, ça ne remplacera pas l'intégralité de ce qui a été dit, mais en tout cas, ça permettra sans doute de réouvrir des tiroirs de mémoire sur, sur ce que les intervenants ont partagé. Et donc pour ça, il y a une synthèse visuelle qui vous attend, ou sinon on la fait en ouverture, si jamais c'est trop compliqué, comme vous voulez. Normalement sur Zoom, c'est clic droit, faut détacher la... On a juste affiché la vignette comme épinglée, ouais, peut-être. Épinglé, épinglé. Ah! C'est un travail collectif difficile. On est mis en appétit en plus, on devine. Essaye, continuez. Sinon on le fera au retour. Ah! Ça fonctionne. Formidable. Bon, bah, impeccable. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Romain Couturier. Je suis ravi d'être avec vous pendant ces 2 jours. J'ai écouté attentivement, je pense comme tout le monde, tout ce qui s'est dit. Et l'idée, c'est de vous proposer une synthèse. Alors, évidemment, je parle sous le contrôle des intervenants et des intervenantes. Euh, J'espère ne pas trahir l'expertise dont ils ont fait preuve. Le sujet, c'était l'état des lieux de la pensée sur la transition écologique juste. Une discussion qui interroge sur comment dépasser les rapports de force et introduire les notions de justice. Justice au pluriel, j'ai pas pu toutes les noter, mais il y en avait beaucoup. Et est-ce que cette transition écologique juste est-elle une ruse institutionnelle? Alors, l'intervention a été structurée en 2 parties. Une partie sur le recueil académique autour de la transition écologique juste et une discussion autour des controverses. Sur la partie académique, la question est simple, c'est qu'est-ce qu'une transition écologique juste? Et en fonction de qui on prend, de quel support on s'appuie, ça peut être articulé des dimensions écologiques, politiques, sociales, économiques. Et pour cela, on peut se référer au manuel de la transition que Cécile a évoqué tout à l'heure. Selon l'ADEME, c'est passer des activités brunes vers les activités vertes, c'est prendre en compte les vulnérabilités, c'est une transition élaborée démocratiquement. Ça, c'est un point de vue, mais l'idée aussi à travers ce panel, c'est d'avoir un point de vue beaucoup plus large, d'avoir le monde représenté. Et selon l'Amérique latine, les solutions de la transition écologique juste peuvent aussi être des nouveaux problèmes. Par exemple, avec les difficultés les véhicules électriques, ce sont des rationalités qui s'opposent et qui créent des conflits. Ça nous appelle, ça nous pose un certain nombre de questions éthiques.
Pour les pays pauvres, la transition écologique, c'est du luxe. C'est du luxe car ces pays-là ont besoin de réponses aux besoins primaires. Euh, Ça peut aller jusqu'à être un terme de transition, le faire passer pour risible. Alors, Éloi nous a aussi ramené sur l'émergence de ces termes-là, nous a rappelé les travaux de Tony Mazzocchi en 1993, qui fait émerger la notion, mais le terme de transition écologique juste apparaît en 1995 dans les travaux de Les Léopold, qui nous a tous invités à aller lire. Structuré autour de trois thèmes majeurs, l'inégalité et la soutenabilité, les conflits de redistribution, les communs et les réponses institutionnelles. Donc cette hiérarchisation des thèmes. Donc là, la transition écologique juste, c'est une vraie stratégie écologique et sociale. Donc on voit bien, et ça a été évoqué au démarrage, comment dépasser les rapports de force. C'est pour ça que la deuxième thématique était autour des controverses. Voilà. Est-ce qu'il faut décarboner? Est-ce qu'il faut changer le monde? Alors, Cécile nous a proposé des pistes, les portes à ouvrir. Oikos, Logos, Praxis, Ethos, Dynamis et Nomos, pardonnez-moi, qui sont autant de sujets qui grattent, qui interrogent et qui vont nous amener à nous interroger sur ce qu'il y a à abandonner. Alors peut-être parmi les pistes évoquées, les rapports de pouvoir, peut-être abandonner la notion de croissance. On a surtout besoin de réseaux de dialogue. Et dans tout cela, se pose la question, et ça alimente la controverse, quid de l'écart entre la recherche et le terrain? Quid de la mobilisation des politiques, du lien entre les chercheurs et la politique? Comment transformer la recherche en bonnes pratiques qui font écho aux besoins élémentaires? Donc cette transition, et on conclura là-dessus, c'est là, une proposition, en tout cas, c'est que si on voit la transition comme une illusion, un luxe, une domination, alors on arrête la croissance, on va plutôt vers une notion de sufficiency. C'est un passage, c'est une transformation, et on n'a pas fini de l'explorer au cours de ces 2 jours. Voilà ce qu'il fallait retenir de cette table ronde. Vraiment, merci, c'est assez bluffant. Merci à tous, merci aux 4 intervenants et intervenantes. Vous avez un déjeuner qui vous est proposé et offert. Je crois que c'est dans la salle à côté. Non, c'est en bas. Oui, ben à côté en bas. Et on reprend à 14h30. C'est parfait, il nous reste 1 heure. C'est suffisant pour continuer les échanges et décompresser. Merci beaucoup Romain, je ne sais pas si tu es encore là. Non, il est parti. Super, hein? Ah ouais. Ouais, parce que c'est un très très bon...